Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Devenir un super dad. Aujourd'hui, Caleb, fondateur des super dads, aujourd'hui comme hier. J'espère que je vais tout garder la même identité. Je suis avec David Grégoire, qui est un entrepreneur que je trouve super inspirant, que je suis son parcours depuis plusieurs années même. Puis comme je disais, off-cam, off-air, avant, j'ai même utilisé ses services par le passé. Je trouvais en fait l'histoire de David super intéressante, inspirante, tant au niveau de son parcours entrepreneurial que le mode de vie, le lifestyle qu'il a développé avec 4 enfants, être capable de pouvoir faire du ski à tous les jours, comme il le disait tantôt. Il va pouvoir en discuter davantage aujourd'hui au courant du podcast. Premièrement, David, un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourrais-tu prendre quelques instants juste te présenter un petit elevator pitch de qui est David Grégoire? Yes, merci Caleb pour l'invitation. Un plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, j'ai étudié en mathématiques pures, aucun rapport avec l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est pas mal plus payant qu'enseigner les maths au cégep, même à l'université. Fait que j'ai eu plusieurs business. J'ai été vice-président en technologie et marketing pour Voyage Arabais, une grosse agence de voyage. On va de 100 millions sur Internet par année. Et c'est ça qui m'a mis sur la map, là, disons. Ensuite, j'ai eu plein de business, dont sous-titreur, où on faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. Plus récemment, Franco Staffing et Externalize.com, où on fait 3,4 millions de chiffre d'affaires. Et ben oui, j'ai 4 enfants, comme tu l'as dit. Écoute, la vie est belle, on fait des voyages. Ma blonde est à la maison. J'habite sur une montagne de ski. Je fais de la rando, de la peau de phoque, du ski, n'importe quand. Mais j'imagine qu'on va en parler. Absolument. Un genre de lifestyle qui peut faire rêver bien des personnes, qui peut également, de l'autre côté, apporter des personnes à se dire sacrément, David, on va y mettre des bâtons dans les roues, tenter de le rapporter vers le bas. Je sais que c'est souvent un genre de sujet tabou là, quand on parle de succès. On va parler en fait de ton succès que tu as aujourd'hui, tant entrepreneurial que familial et tout le reste, mais j'aimerais ça en fait qu'on puisse build up pour se rendre jusqu'à ce point-là, qu'on commence un peu avec ton upbringing de OK, oui, là, tu nous as parlé que tu as étudié en mathématiques, mais un peu ton histoire à travers ta jeunesse, de comment est-ce que tu as été élevé avec tes parents, et ainsi de suite. Puis qu'est-ce qui t'a apporté plus tard dans la vie à faire les choix que tu as faits? Hey, c'est vraiment la première fois dans un podcast que quelqu'un me demande comment mes parents m'ont élevé. Écoute, c'est vraiment intéressant parce que j'élève mes enfants un peu de la même manière. Puis il y a plus grand monde aujourd'hui qui élève leurs enfants de cette manière-là. Je peux le dire parce que ben, ma belle famille, ils ont des enfants, ma famille à moi, ils ont des enfants. Puis on a un peu un mode, je dirais, unique d'élever nos enfants, un peu comme dans les années 80. Moi, j'ai 41 ans, tu as 31 ans, tu me disais tout à l'heure, on a 10 ans de différence. Moi, j'ai grandi fin des années 80, début des années 90. Je ne veux pas dire par là que je leur ai tout acheté un Walkman jaune, bien que j'essaie de leur montrer la technologie d'antan. Mais non, c'était plutôt que dans mon temps, on partait en bicycle, puis des fois, on ne revenait pas dîner. Bon. Fait que de nos jours, là, les familles, les parents, ils couvrent leurs enfants. Tu sais, j'habite dans un village, le village de Sutton, puis on a le jardin d'enfants ici, puis il y a un CPE. Fait que le CPE, il y a des clôtures, il y a des barrières, des poignées avec des codes qui s'ouvrent juste d'un bord. Il faut que tu fasses, si tu veux accompagner les enfants, il faut que tu fasses tu donnes ton dossier criminel, puis la liste de contacts des gens qui ont le droit de venir chercher leurs enfants. De l'autre côté, il y a le jardin d'enfants. Pas de clôture. Il y a une rue passante en avant. N'importe qui peut rentrer là comme dans un moulin. Que ce soit le père, la mère, la tante, le grand-parent qui viennent chercher l'enfant, c'est pas grave. Les enfants sont laissés pas mal à leur créativité. Ben oui, ils sont encadrés, c'est correct, mais ils sont laissés à leur créativité. Puis moi, c'est de cette manière-là que j'élève mes enfants. Écoute, je me rappelle à un an et quelques, j'ai une petite fille qui était à 3 maisons en train de jouer dans un ruisseau, puis il y a une voisine qui l'a vue, qui nous l'a ramené de force. Elle dit: Saviez-vous qu'elle est en train de jouer dans le ruisseau? Oui. Penses-tu qu'elle va se noyer? Un ruisseau, il y a comme 2 pouces d'eau, là, tu sais, fait qu'elle ne se noiera pas. Puis c'est à 2 maisons d'ici, tu sais, c'est juste à côté. Fait que moi, j'élève vraiment mes enfants. Ben, ma blonde et moi, on élève vraiment nos enfants en leur laissant beaucoup de cordes. Puis quand ils se blessent, ben, ils se blessent. Puis moi, je descends les escaliers tranquillement pour aller les aider. Puis je panique pas en disant c'est la fin du monde, il y a du sang. Non, non, tu t'es blessé, tu t'es blessé. Je me suis déjà blessé quand j'avais moi aussi 3-4 ans. C'est comme ça la vie. Là, ça fait aujourd'hui que mes grandes qui sont rendues adolescentes regardent leurs amis à l'école et disent ouais, ça paraît que cet enfant-là a été couvé pas mal par leurs parents. Ils ne sont pas débrouillards, ils ne sont pas capables de rien faire, ils ont peur de faire des choses. Ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool, ils vont dans les parties, ils couchent avec des gars à 12 ans. Bref, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais
Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'élever des adultes responsables, c'est de les responsabiliser dès le jeune âge. Comment ça t'a apporté, toi, en jeunesse? Puis ça, c'est en fait, avant même que je me lance là-dedans, c'est drôle parce que j'avais cette même discussion-là avec ma mère. Ma mère qui est comme sur le bord, en fait, là, de prendre sa retraite. Dernièrement, elle a hérité, en fait, parce que son père, donc mon grand-père, est décédé. Puis le premier réflexe qu'elle a eu, c'est: Hey, Caleb, je vais te léguer 50% de tes avoirs avec ton frère. Puis je vais vous donner ça pour que vous puissiez au moins être capable là, en fait, de pouvoir faire de quoi avec cet héritage-là. On a eu une discussion, puis je me suis dit: Mom, toute ta vie, tu m'as protégé. Toute ta vie, en fait, tu as vécu pour moi. Tu t'es mis de côté. Puis si je n'avais pas rencontré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, le décès de mon père, des problèmes de santé mentale, comme que je disais tantôt, je ne pense pas que je serais l'individu que je suis aujourd'hui. Sans avoir rencontré de défis, je ne pense pas que tu peux développer les traits de caractère, la résilience, la responsabilisation qui est nécessaire. Puis je lui disais, je ne veux pas toucher cet argent-là, je ne la veux pas parce que je sais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans Watt, on tombe dans la simple personne qui va comme un peu s'effrayer des défis, des adversités, de se faire mal, de se blesser. Comment est-ce que toi, en ayant été élevé comme ça dans ta jeunesse, ça t'a apporté plus tard, de ton point de vue, à peut-être connaître le succès que tu as aujourd'hui? Il y a peut-être deux éléments. Alors oui, la liberté, le fait de faire mes propres erreurs, tout ça, de me brûler, puis etc. Il y a aussi que, et on n'en a pas parlé, mais moi je suis allé dans une école primaire avec un programme alternatif qui était très axé sur les projets. Très, très axé sur les projets. Bon, autonomie, responsabilité, respect des autres, c'était les trois valeurs principales, mais concrètement, on mettait en place des projets. Fait que ça a bâti pas mal la personne que je suis aujourd'hui. Des fois, je jase avec ma blonde de projets, de réno, de n'importe quoi. Puis des fois, il faut que je dise, on arrête d'en parler parce que si on vient d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, moi, dès demain, j'appelle du monde, je mets ça en place, je trouve du financement, etc. Fait que des fois, il faut que je m'empêche de faire ces choses-là. Par contre, je ne suis pas en désaccord avec le fait que des parents puissent aider financièrement leurs enfants, soit dit en passant. Notamment, disons que tu veux t'acheter une maison, tu as un peu de mise de fonds, mais il t'en manque. Je ne suis pas en désaccord qu'un parent t'aide là, financièrement. Mais je pense qu'il faut le plus possible voler de nos propres ailes autant qu'on est capable. Puis c'est sûr que les parents vont toujours être là, puis moi, je vais toujours être là pour mes enfants aussi. Soit dit en passant, Caleb, ça va être pas mal plus difficile pour nos enfants, toi et moi, d'acheter de l'immobilier que ça l'a été pour nous. Puis pour nous, c'était déjà pas mal plus difficile que pour nos parents. Fait que, à un moment donné, il faut accepter qu'on a besoin des générations précédentes pour nous aider. Mais ceci étant dit, je pense que tout le monde devrait faire sa vie. Puis si tu regardes les riches héritiers, là, ils se cherchent, ils tombent dans la drogue, mais pourtant, ils sont multimillionnaires puis ils ont des hélicoptères. Mais ils se cherchent puis ils ne seront jamais capables de faire mieux que leur père. Fait que c'est déprimant, là, de dire je ne serai jamais capable de faire mieux que mon père. C'est une des grandes tragédies de la vie, de ne pas avoir besoin de rien faire. Comment ça? Pas l'errance, disons, d'errer dans la vie sans but, sans pouvoir te réaliser pleinement. C'est une tragédie, là, moi, je pense. Ben, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que quand j'ai rencontré des difficultés là, suite au décès de mon père puis que je tombe dans la dépression, je pense que c'était ça qui me manquait. C'est ça que ça m'a pris, en fait, de m'en sortir. C'est de retrouver un peu un purpose, un but, quelque chose qui me demandait à ce que je dois me lever, je dois sortir de chez nous, je dois faire quelque chose. Puis j'en connais bien des personnes, quelques personnes dans mon entourage qui leur manque cet aspect-là, qui leur manque parce qu'ils n'ont pas de carrière, they're not striving for more, comme qu'on dit, qui s'apportent uniquement à se contenter de ce qu'ils ont, puis après ça, sont malheureux. Ben, dans tous les aspects de ta vie, ou peut-être dans certains aspects de ta vie, de se trouver un but qui te permet de te sortir de ta zone de confort et faire quelque chose de nouveau, je pense que c'est nécessaire pour être capable d'être motivé à la base. J'aimerais ça, en fait, qu'on parle de ton histoire. Parce que là, tu m'as dit que tu as étudié en mathématiques. Après ça, tu as été directeur marketing et institut Voyage à rabais. Peux-tu nous raconter un peu là, ton parcours entrepreneurial de sors de l'université jusqu'au point où est-ce que tu t'es rendu aujourd'hui? J'ai même commencé plus tôt. J'avais une business de T-shirt quand j'étais au secondaire, que mon partner de l'époque, 25 ans plus tard, roule encore aujourd'hui. Mais bon, je ne suis plus là-dedans déjà depuis 22 ans, peut-être 23 ans. Bref,
moi, je suis allé, ma première job en mathématiques, je faisais des billets de loterie. Et ensuite, mon voisin de palier était en marketing numérique. Fait que c'est lui qui m'a amené pas mal vers le marketing numérique. Alors, bon, j'ai eu des jobs dans le domaine. Ensuite, j'ai lancé une agence de web. Et au même moment, j'ai acheté un bed and breakfast avec ma blonde. Pas les Airbnb d'aujourd'hui, là, les vrais bed and breakfast où il fallait faire le déjeuner. À l'ancienne, tu sais, avec ma blonde avec son apron, là, comment tu dis ça en français, avec son tablier qui servait des crêpes aux Français pour déjeuner, là, tu sais, un vrai bed and breakfast. Mais tu sais, ça nous a lancé dans la vie parce que c'était quand même relativement payant. Puis quand tu es jeune, tu as besoin de tout l'argent que tu es capable de générer. Puis c'est moi qui s'occupais de gérer les réservations. Ensuite, je suis allé travailler pour mon plus gros client qui était Voyage à rabais. Je suis resté là 5 ans. Par la suite, j'ai lancé une entreprise de photographie de produits. Ça allait quand même assez bien. Rapidement, dans la première année, on faisait 50 000 par mois de chiffre d'affaires. Mais là, j'ai eu plein de problèmes. Tu sais, c'est tough, la business. Hein? There's no easy business, comme on dit souvent. Tu sais, la business roulait quand même bien. J'avais quand même une bonne équipe, tout ça. Mais tu sais, en l'espace de 2-3 mois, là, mon photographe, il est tombé du 5e étage d'un bâtiment, il est mort. J'ai 2-3 clients qui disent « Ah, moi, je ne paierai pas, je ne paierai pas. » J'ai mon plus gros client qui était une grosse chaîne d'alimentation au Québec que je ne nommerai pas, là, qui était 9 mois en retard sur leur paiement parce que les autres, c'est ça leur politique. En tout cas, j'ai eu bien des problèmes. Puis là, j'ai pivoté plutôt à offrir des services numériques où l'humain est moins essentiel. Et les paiements sont en amont. Ça, là, j'ai appris beaucoup dans mes business. Fait que maintenant, là, je ne fais plus ça courir après les paiements. Maintenant, j'essaie d'avoir des employés qui ne peuvent pas faire d'erreurs en éliminant le plus possible d'humains. Et maintenant, j'essaie d'avoir le plus possible de revenus récurrents. Alors, c'est toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Donc, je suis allé vers le numérique un peu plus. J'ai fait de différentes affaires jusqu'à la COVID où j'ai lancé sous-titreur comme Side Project, puis ça a explosé. Super modèle d'affaires. Marketplace, ça existe encore aujourd'hui. Pour 2 $ la minute, on fait des sous-titres de vidéos. On n'est plus à l'apogée, mais ce n'est pas à cause du AI, contrairement à ce que la majorité des gens pensent. C'est plutôt parce que notre niche, nous, c'était les gros créateurs les usines de contenu. Mm-hmm. Il y a des compagnies là, qui ont genre 600 monteurs vidéo. Ils font des vidéos à côté, ils publient ça sur Facebook, puis ils ramassent, disons, 10 $ à toutes les 1000 vues de publicité dans leurs vidéos. Okay. Mais là, Facebook ont coupé les rémunérations des créateurs de contenu de 90 %, donc ils sont quasiment tous morts. Là, aujourd'hui, ce que je continue à faire le sous-titrage, ça fonctionne très bien, mais pas aussi bien qu'avant, mais je paye quand même mon hypothèque avec ça. Puis j'ai la plus grosse maison du Mont-Sutton, fait que mon hypothèque est assez chère. Fait qu'au moins, cette business-là paye mon hypothèque. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je place des employés de Madagascar et du Kenya pour faire du travail à distance à temps plein dans des compagnies du Québec et de la France et bientôt des États-Unis aussi. Ça fonctionne très, 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 très bien. Puis je vais te dire, on pourra en parler un peu plus si tu veux, Caleb, là, mais c'est ce qui fait que maintenant, je n'ai plus besoin de travailler. Je travaille 1 à 2 heures par jour. Des journées que je ne travaille pas pantoute. je vais faire de la peau de phoque. Je m'en vais dîner au resto avec ma blonde. Je vais faire du ski. Je m'en vais en rando. Je m'en vais en voyage. Fait que, bref, j'ai trouvé un modèle qui fonctionne très, très bien avec une équipe qui est bien rémunérée, avec les bons objectifs. Mais en tout cas, on en reparlera, là, mais tu vas voir, là, j'ai créé une machine, puis c'est ce que je souhaite à tout le monde, créer une machine qui marche pendant qu'eux autres, ils vivent leur vie. Ça a toujours été ton rêve, ça, de créer une machine qui travaille à ta place pour que tu puisses être libre, entre guillemets? Non, moi, je voulais vivre à New York, travailler comme un malade, avoir un super bureau avec une grosse équipe. Malheureusement, j'ai échoué ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, mais tu sais, mon père, moi aussi, il est mort jeune. Il est mort à 53 ans. Bon, c'est peut-être un peu plus tard que le tien, mais quand même, j'avais moins de 30 ans. J'avais 26, 27 ans. Puis, il m'a dit, quelques années avant de mourir, David, si j'avais su que ça allait bien aller financièrement comme ça, je ne me serais pas arrêté à 3 enfants. Fait que moi, j'ai compris que la famille, au fond, la vie, c'est ça. Tu regardes n'importe qui dans la soixantaine, leur seule préoccupation, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants.
sais, ils sont tous après retraite, travaillent un petit peu, font un peu de ski, mais ce qui se passe dans leur vie, c'est un enfant qui déménage, un nouvel petit enfant qui vient de naître, un voyage d'un enfant, fait que là, ça leur donne l'occasion de lire sur le pays. Tu sais, c'est tous les mouvements dans la vie de leurs enfants. Puis je regarde le père de ma femme qui a 5 enfants, puis il a une vie très, très, très intéressante, entre autres à cause de ses 5 enfants, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans sa vie. Mais inversement, je connais quelqu'un, il n'a aucun enfant, il a 80 ans, il ne se passe à rien dans sa vie. Fait que c'était pas mon objectif de créer une machine, une business qui roule tout seul. Mais écoute, c'était la chose logique à faire si je voulais pouvoir vivre une belle vie avec ma famille. Aujourd'hui, je suis un peu nostalgique. J'aurais bien aimé être à New York avec un super bureau, un appart incroyable. Mais le bonheur est dans la famille, que tu veux. C'est ça la vie. Il y a 2 points, en fait, de ça que j'aimerais ça qu'on discute. Le premier étant, pourquoi est-ce que tu avais des rêves et des ambitions qui te disaient, OK, tu dois aller à New York, tu dois être le top gun, en fait, de peu importe quel business de trading ou d'informatique ou quelconque. Est-ce qu'il y a eu une certaine pression sociale, une pression des membres de ta famille, de ton entourage? C'était inné en toi. Qu'est-ce qui t'a apporté, en fait, à avoir un peu ce rêve-là? En fait, c'est un film qui s'appelle L'affaire Thomas Crown. Je ne sais pas si tu connais, c'est en 1999. C'est un riche homme d'affaires new-yorkais qui, pour se désennuyer, d'ailleurs, il est célibataire, il vole un tableau en plein jour dans une galerie d'art, dans un musée, c'est-à-dire le musée Museum of Modern Arts au centre-ville de New York. Fait que ça m'avait. Je m'étais dit, tu vois, ça m'avait inspiré. Je me suis dit, ça va être ça ma vie. Pas que mon père vivait de même. Là. Mon père, il travaillait de la maison. Ma mère, elle ne travaillait pas. Puis, on avait un esprit de famille. Mais je me disais, je rêve à ça. Mais la vie t'amène ailleurs. Tu sais, j'ai eu un employé, je ne le nommerai pas là, parce que c'est un influenceur de marketing très connu au Québec. Et c'est moi qui ai donné sa première job dans le domaine du marketing. Puis lui, à l'époque, il me disait je comprends pas pourquoi tu as des enfants. Moi, si j'étais à ta place, je ferais l'argent que tu fais. Moi, j'irais vivre sur une île dans le sud avec des filles, puis de l'alcool, puis tout. Tu sais, le gars, il avait peut-être, je sais pas, 22, 23 ans à l'époque. Aujourd'hui, il a un enfant. Qu'est-ce que tu veux? La vie nous amène ailleurs, puis on ne choisit pas exactement notre vie à long terme, mais c'était notre responsabilité d'en faire le plus possible avec ce que la vie nous donne. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui nous apporte ça? Parce que, exemple, là, je mets en contexte, puis on s'en parlait tantôt, ma copine, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, c'est la bonne pour moi, c'est la femme qui est parfaite. On le sait, mais en fait, peut-être pas mes parents, là, ils étaient peut-être un peu plus âgés, là, il y avait 33 ans lorsqu'ils m'ont eu moi. Mais on le sait que de génération en génération, on va souvent avoir des enfants de plus en plus tard. Right? Fait que là, j'ai 31 ans, pas encore d'enfants, ça s'en vient, c'est dans le pipeline un peu plus avancé. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est un peu la discussion que je vais avoir avec toi. Est-ce qu'on doit être prêt? Est-ce qu'on doit attendre? Elle étudie en médecine, right? Fait que c'est des crunchs, c'est des soirs. Oui, mais il y en a des médecins qui ont des enfants pendant leurs études. Là. Exact. Pendant leur résidence. Écoute, j'en connais là, qui ont eu des enfants assez jeunes. Moi, j'ai eu ma première à 26 ans. Mais tu vois, j'ai 41 ans. Puis là, je suis capable d'aller au restaurant avec ma blonde sans problème parce que j'ai des grands-enfants à la maison. On peut même aller coucher à Montréal puis revenir le lendemain. Ça marche. On n'est pas encore capable de faire des voyages, mais moi, je te prédis là, que d'ici 2 ou 3 ans, on va pouvoir faire des voyages d'une semaine ou 3-4 jours, en tout cas, en laissant les enfants tout seuls à la maison. Si tu attends, tu retardes ta liberté. Ouais. Ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme la pression qu'on se met de se dire, je veux vraiment être prêt, tu sais. Puis prêt, pas psychologiquement, ça, c'est sûr que plus que le temps avance, biologiquement parlant, on se dit, écoute, l'horloge biologique chez la femme, c'est un peu plus difficile, mais c'est comme si tu veux t'assurer d'avoir toutes les capacités en termes financiers, d'être placé, d'avoir la stabilité pour que tout soit parfait. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus parce que là, si je fais le calcul, tu as 41 ans, tu as des adolescentes, ben, tu les as eues un peu plus jeunes, mais tu n'avais peut-être pas l'ambition d'en avoir quand tu pensais à New York et ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'a apporté à changer peut-être un peu de discours puis d'ambition, de t'axer plus familial? Ben là, tu as pas mal de questions dans ce que tu dis. Là. Je vois au moins 2 sujets différents qu'il faudrait discuter. Le sujet numéro 1, c'est qu'est-ce qui m'a amené à avoir des enfants si jeunes.
Mais le sujet numéro 2, c'est est-ce qu'il faut vraiment attendre? Ouais. Parce que est-ce qu'il faut vraiment que tout soit parfait? Tu sais, la chambre Pinterest d'un bébé, là, on s'en hein? On s'en fiche-tu qu'il y ait une chambre Pinterest? Ça ne change rien. Il y a des gens extrêmement pauvres qui ont 8 enfants, OK? Puis ils réussissent très bien. Bon, tu vas dire, est-ce que ça va faire des bons adultes plus tard? C'est discutable, mais c'est certainement pas d'avoir une chambre Pinterest qui va faire que ton enfant va aller plus loin dans la vie, puis qu'il va être plus heureux, puis ça va être une meilleure personne, OK? Ça ne change rien. Qu'il y ait un landau neuf ou usagé, ça ne changera rien. Qu'il y ait des couches lavables, jetables, ça ne changera rien. Que tu aies une poussette à 2500$ ou tu aies une poussette à 400$, ça ne va rien changer dans l'adulte qui va devenir. OK? Ce qui va changer, c'est l'image que toi, tu penses que tu projettes sur les autres, qui, soit dit en passant, ils s'en fichent les autres. Parce que les autres pensent juste à eux-mêmes. Donc, l'image que tu penses que tu projettes sur les autres, ça ne change rien parce que les autres, ils sont en train, eux autres, de penser à l'image qu'ils projettent sur toi. Fait qu'ils s'en fichent de Caleb, la poussette qu'il a, ils s'en fichent de la chambre Pinterest de ton enfant, ils s'en fichent. Ce qui m'a amené à avoir des enfants jeunes, écoute, j'ai eu une blonde, moi, à 24 ans, puis naturellement, elle était déménagée chez nous sans même qu'on prenne la décision. Moi, je magasinais pour un condo. Finalement, j'ai acheté une maison avec elle. Ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. On n'a même pas pris la décision, on achète ça ensemble. À un moment donné, j'étais allé en voyage, je suis revenu. Elle dit hey, j'ai fini ma boîte de pilules. Bon, ben, écoute, c'est peut-être le temps d'essayer de faire un kid. Fait qu'on a fait un, puis après ça, un autre, puis un autre, puis un autre. Puis on n'a jamais pris la décision parce que le meilleur moment arrive jamais. Puis je ne regrette pas du tout là, parce que, tu sais, dans vingtaine, tu as de l'énergie en maudit. Dans trentaine, tu en as un petit peu moins. Puis je peux te dire que dans quarantaine, tu en as moins, non seulement ça, mais aussi tu as pas mal moins de patience. Fait que je suis bien content, moi, qu'aujourd'hui, mes enfants, ils sont tous capables de s'habiller tout seuls. On va faire du ski ensemble. Je ne m'occupe même pas de mettre les bottes de ski de personne. Ils sont tous capables de les mettre. Bon, de temps en temps, j'ajuste un casque, là, mais je veux dire, c'est des pinottes. Mais hey, quand je regarde ma belle famille, ils ont tous des petits poutres en bas de 6 ans, 7 ans. Eh là là, jamais que je serais capable de faire ça à 40 ans. Oh, moi, j'ai juste le goût de sortir dehors pour arrêter de les entendre. Parce que j'ai passé mon pic d'énergie. Aujourd'hui, je suis plus dans une phase d'investissement. Je suis plus dans une phase d'être un ami de mes enfants. Tu sais, parce qu'à 15 ans, en tout cas, moi, je pense, là, à 13 ans, à 15 ans, c'est plus le temps là, des élevés. Là. C'est fini. Tu élèves tes enfants à l'âge préscolaire si tu les as à la maison. Sinon, tu les envoies à la garderie et tu laisses le gouvernement élever tes enfants. Bon, ça, c'est un choix. Il y en a plein qui envoient leurs enfants à la garderie. Ils veulent que le gouvernement élève leurs enfants. C'est correct. Moi, j'ai décidé de les garder à la maison. Bon, après ça, l'école. Ça, tu n'as pas le choix de les envoyer à l'école. OK, il y en a qui font l'école à la maison, mais quand même, on s'entend que 99% des élèves vont à l'école. Fait que là, tu n'as pas tellement d'impact sur eux le jour. Puis si tu travailles comme un malade mental, puis que tu reviens à 19h à la maison, ben, tu n'as même pas d'impact le soir non plus sur tes enfants. Fait que tu élèves tes enfants à très, très bas âge. Puis à un moment donné, il arrive 13 ans, 14 ans, puis tu les élèves plus. Tu fais juste être un conseiller puis un best buddy pour eux. Puis moi, j'ai atteint ce point-là aujourd'hui à 41 ans. Tu sais, je fais des sorties avec ma grande de pot de phoque tout seul. On est rendu, là, j'aimerais ça faire des voyages avec un enfant à la fois. Mais tu sais, je ne peux pas faire ça avec un enfant de 4 ans, là, ça ne fait pas de sens. Là. Mais avec un enfant de 13 ans, 15 ans, oui, là, parce que c'est le fun, ils sont autonomes. Fait que moi, je crois à ça, les avoir le plus tôt possible. Puis, je m'excuse, mais je l'ai dit, je ne crois pas à ça de faire élever ses enfants par le gouvernement. C'est un sujet que tu aimerais un peu nous partager le pourquoi derrière ça. Parce que je pense que c'est un discours qui devient, qui est tabou, on va se le dire. Il y a comme les deux côtés, quasiment comme si on avait à comparer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Qu'est-ce qui t'a porté, toi, à prendre cette décision-là de vouloir élever tes enfants à la maison? Bien, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait de l'argent tôt dans ma vie. OK, quand même. Il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Ils ont besoin que les deux parents aillent travailler à temps plein, puis les deux parents soient dans le rat race, de revenir tard le soir, puis peut-être même d'engager une nounou. Mais, tu sais, je regarde ce que le gouvernement fait, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il n'y a pas grand-chose que le gouvernement fait que je trouve que c'est bien fait.
d'accord avec moi ou ben. Ben, en fait, oui, tu sais. Puis je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est une discussion même que j'ai avec mon frère. C'est vrai, en fait, que la direction qu'on est en train de prendre, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on la prend, mais moi également, je partage là, cette même vision-là des choses. Fait que de laisser le gouvernement élever mes enfants, je ne suis pas tellement en faveur. En bas âge, ce que je constate, c'est que, parce que moi, j'ai eu mes enfants à la maison, mais tu sais, je veux dire, il y en a ma famille, mes amis, tout ça, j'en vois. Sans juger toutes mes amis qui l'ont fait, sans juger toute ma famille qui le fait, ce que je constate, c'est que les éducatrices ne sont pas bien positionnées pour faire de la vraie discipline. Puis s'ils le font, ben les parents, après ça, ils sont fâchés que l'éducatrice ait fait de la discipline. Puis là, l'enfant revient à la maison, puis là, il est chouchouté, il est encadré, il n'est jamais laissé à lui-même parce que comme les parents sont absents de la vie de l'enfant, ben le peu d'heures qu'il passe par jour avec, soit une demi-heure le matin, puis peut-être 1h30, 2 heures le soir, ben là, ils accordent toute leur importance à l'enfant comme si c'était un enfant roi. Là, ça fait que dans la société, après coup, ça va donner quoi? Des enfants rois. Ça va donner des enfants qui pensent que tout leur est dû, quand dans le fond, il faut que tu le construises, ton bonheur. Il faut que toi, tu ailles chercher la fille que tu trouves cute. Il faut que toi, tu construises, tu ailles chercher du financement pour ta maison, puis que tu ailles décrocher des grosses jobs, tout ça. Il n'y a personne qui va te le donner. Mais si tu donnes tout à tes enfants, en tout cas, excuse-moi, là, mais j'ai une philosophie très, très arrêtée là-dessus. Si tu donnes tout à tes enfants, ils n'auront pas les armes pour aller les chercher, ces affaires-là, plus tard, puis ils vont penser que tout va leur être dû toujours. Tu sais, c'est la philosophie des syndicats, ça. Tout le monde, tu sais, tout leur est dû, il faut que je travaille le moins possible, il faut absolument que mon employeur me donne des jours de congé. Tu sais, je veux dire, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est, surtout en Amérique du Nord, la vie, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont des go-getters qui vont chercher ça. Puis je sais pas ce que tu veux comme enfant. Tu veux-tu un enfant qui est capable d'aller chercher ces choses ou tu veux un enfant qui attend que le gouvernement lui donne du BS? C'est un choix à faire. En tout cas, moi, je pense que je veux le moins possible de gouvernement dans ma vie. Fait que j'ai fait ce choix-là. Mais j'admets qu'il y en a qui ne peuvent pas faire ce choix-là parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et de revenus pour être capables de le faire. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Mais ceux qui ont les moyens de le faire, crime, faites-le, puis élevez vos enfants, puis donnez-leur, pas tout, donnez-leur tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais. My two cents. Il y a une très bonne distinction entre pas de leur donner, mais leur donner qu'est-ce. Tu sais, les outiller plus ou moins, puis les aider à ce qu'ils peuvent le créer par la suite en se responsabilisant. Puis, tu sais, la marche est quand même assez grande d'avoir une entreprise ou d'avoir la capacité de pouvoir te rendre à avoir le salaire nécessaire pour y arriver. Puis, tu sais, tu as parlé un peu là, de ton histoire entrepreneuriale, comment est-ce que tu en es venu à créer la business que tu as actuellement qui te permet de travailler 1 heure ou 2 par jour, puis quand même avoir la capacité de l'hypothèque se fasse payer, puis de faire un peu ce que tu veux dans la vie. Je serais curieux, en fait, parce que tu parlais tantôt, j'ai rencontré des défis, puis à chaque fois que je passais d'une business à la suivante, je l'optimisais ou je créais une manière de pouvoir créer cette machine-là. Quels sont, exemple, là, les Golden Nuggets, les pépites d'or qui t'ont apporté à te rendre avec la business que tu as actuellement pour avoir le mode de vie que tu as, que tu veux? Là? C'est vraiment intéressant parce que c'est une conversation que j'ai jamais eue dans un podcast dans ma vie, OK? Puis j'en ai fait des podcasts. J'en ai fait pas mal. Dans le temps que j'étais plus populaire, là, post-voyage à rabais, j'étais partout, puis jamais personne ne m'a posé ces questions-là. C'est super intéressant. Écoute, business-wise, OK? Money-wise, disons ça de même. Money-wise, il y a des choses qui ont changé ma vie. Notamment d'avoir un PNL clair. Il ne faut pas que les chiffres se voient. Je vais me mettre loin. D'avoir un PNL clair sur mes revenus et mes dépenses à chaque mois pour maîtriser les entrées et les sorties d'argent. Fait que ça a changé ma business complètement. Le fait de relayer le moins possible sur des êtres humains, sur des erreurs potentielles humaines, ça a changé ma vie d'affaires complètement. Le fait d'avoir des clients qui prépayent, ça a changé mon cash flow complètement. Anciennement, j'étais tout le temps de même. Il fallait que je paye les employés, il fallait que je paye mes paiements. Puis des fois, là, après quelques mois, les clients payaient. Puis là, il y avait des clients qui décidaient de ne pas payer. Là, maintenant, moi, c'est tout en prépaiement. Je ne prends plus de chance. Le fait d'avoir des paiements récurrents, des revenus récurrents,
Ça a changé ma vie, ça aussi, parce que sinon, tu es toujours obligé d'aller faire des ventes. Tandis que dans ma business, je tomberais malade demain matin, ben, je continuerai à faire de l'argent pendant les prochains mois et années parce que j'ai des revenus récurrents. Bon, OK, probablement que ça irait en baissant parce qu'il y a quand même un taux de churn dans n'importe quel business, mais au moins, j'aurai des revenus. Tu sais, je peux prendre un break si je veux d'un mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de problème. Mais finalement, puis une affaire de laquelle on parle rarement, OK, c'est beau l'argent, mais c'est vraiment pas tout. Puis moi, actuellement, tu sais, comme je te disais, j'ai fait 30 quelques pays avec les enfants en voyage. J'ai vécu en Italie 2 fois. J'ai fait 3 mois de ski dans les Alpes l'année passée avec les enfants. L'été prochain, j'ai loué un voilier de la fin des classes au début des classes en Grèce. Alors, 9 semaines de voile en Grèce. C'est moi le capitaine, si tu poses la question, c'est moi. Fait que comment je fais pour faire ça? Ben, c'est parce que ma business ne dépend plus de moi. Puis ça, ce qui a changé tout, c'est que j'ai eu un associé à un moment donné qui trouvait que je travaillais trop, puis il avait raison. Fait que à tous les jours, il mettait un petit papier à côté de mon ordinateur, puis il dit prends en note toutes les choses que tu fais. Puis là, le soir, il partait avec la feuille, puis il essayait de le déléguer avec à des employés ou d'embaucher des gens pour me remplacer sur ces tâches-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me ramasse, puis j'ai plus rien à faire. Fait que c'est triste, puis c'est pas triste, mais je pense que c'est ça que le monde veut. En tout cas, sortir du rat race, puis pouvoir living the life. Fait que moi, ça a changé ma vie, la délégation. Puis j'ai amené ça, je te dirais même, à un autre niveau. Mais si tu veux, on en parlera un peu plus tard. Ben, je suis curieux. Ben, je suis curieux, ça comment? j'ai eu longtemps des employés au Québec. Puis j'ai eu un bras droit pendant 8 ans que j'aime beaucoup. Il va se reconnaître s'il regarde ça. Mais à un moment donné, il a pris 9 mois avant de facturer un client. Puis là, ça a allumé une cloche dans ma tête. Pourquoi il a pris 9 mois? Ben parce que c'était trop compliqué et ça ne tentait pas. Tu sais, puis moi, le premier, là, OK, tout le monde, que ce soit délégation internationale, que ce soit un Québécois ou que ce soit un entrepreneur, tout le monde va, ou que ce soit tes enfants ou ta femme, tout le monde va faire ce qu'il préfère faire en premier. C'est clair, parce qu'on est fait de même. On veut faire le plus facile ou le plus fun. Mais dans tes tâches, il y a des tâches qui sont moins le fun. Puis, si tu ne les fais pas, à un moment donné, il y a un certain prix à payer. Quand tu es un entrepreneur, il faut que tu construises une machine qui va faire que 100% des tâches vont être faites. Comment tu fais pour faire ça à un prix raisonnable? Si tu sais d'avance, après ma barre, que les humains vont remettre à plus tard des tâches qu'ils ne veulent pas faire. J'ai trouvé la solution. Une personne, une tâche. Point final. OK? Fait que là, moi, j'engage en international beaucoup à cause que j'ai Franco Staffing, externalize.com, où je mets des employés de Madagascar dans des compagnies du Québec et de la France et bientôt des États-Unis. Fait que ça, c'est des employés qui ne coûtent pas très cher. En bas de 2000 $ par mois, on parle de 11 $ et quelques dollars. Fait que c'est le salaire, en bas du salaire minimum. Fait que là, c'est sûr que si je payais quelqu'un à 100 000 par année, je ne pourrais pas dire un employé une tâche. Parce que je ne pourrais pas payer 100 000 par année par tâche. Ça ne finit plus. Mais quand tu payes 11 $ de l'heure, ben là, ça fait du sens. Là. Fait que moi, j'ai vraiment monté tous mes processus d'affaires pour que chaque employé ait une ou maximum, là, j'en ai un qui a 2 tâches, là, OK? Maximum 2 tâches, premièrement. Fait que si la job n'est pas faite, ben, je veux dire, c'est parce que tu n'as pas fait ta job. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas eu le temps. Tu n'as rien qu'une affaire à faire. Une seule chose à faire. Fait que si tu ne l'as pas faite, ben, ciao, bye, je vais engager quelqu'un d'autre pour te remplacer. Fait que ça n'arrive pas. Mais j'en ai ça une coche au-dessus, c'est que je te donne un salaire de base de 11 $ et quelques dollars. Mais si tu fais ta tâche, je te donne, là, dépendant de la valeur de la tâche, quelque part de 4 à 100 $ par fois que tu exécutes ta tâche. Bien là, généralement, ce que j'ai, c'est la chose suivante. Le premier mois que je fais ça, l'employé fait comme n'importe quel employé là, qu'on est habitué. Là, il fait le strict minimum, un doigt dans le nez, puis il est sur Facebook la majorité du temps. Là, il reçoit sa première paye, il voit son salaire de base, il dit « Ah, c'est le fun ». Il voit son boni qui est plus gros que son salaire de base, ou en tout cas la moitié de son salaire de base, mettons. Il dit « Tabarouette, imagine si je m'étais enlevé le doigt dans le nez, puis je n'étais pas allé sur Facebook, puis j'avais fait ma job un peu mieux, j'aurais fait 2-3 fois mon salaire. »
Fait que le mois d'après, bang, ils doublent leur salaire. Puis le mois d'après, bang, encore une augmentation de salaire. Mais pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que s'ils font leur job comme il faut, ils sont bien payés. Fait que moi, chacun de mes processus d'affaires, j'ai mis une valeur monétaire sur chacune de ces affaires-là et je le considère dans mon PNL, comme je te disais. Regarde, j'ai comme un graphique que je me suis fait. Là, je vais le mettre loin pour pas qu'on le voit, là, mais je divise mes revenus par type de revenus, puis mes dépenses par quel type de dépenses devrait couvrir quel type de revenu, excuse-moi, devrait couvrir cette dépense-là. Fait que là, chaque processus d'affaires, un coûte 10$ par transaction, l'autre coûte 100$ par transaction. Au final, ça coûte 1000$. Ben, je m'assure que quelque part, j'ai une facture pour mon client de 1000$ pour qu'il paye ces processus d'affaires-là. Fait que, écoute, c'est win-win-win. Le client a ce qu'il veut. Moi, je m'assure que tous mes processus d'affaires sont faits. Je fais rien de ma journée. Puis, mon employé, il fait du cash puis il est super content. Fait que j'ai amené ça à un autre niveau, là, si on veut, cette délégation-là. Aujourd'hui, ça fait que je fais n'importe quoi. Là. J'ai une massothérapeute qui vient chez nous à chaque semaine pour faire un massage à moi et ma blonde. Je fais des voyages. Si tu regardes là, dans les 52 dernières semaines, j'étais 21 semaines parti en voyage. 21! Ouais. Mais tu as dû appliquer, en fait, puis tu as dû standardiser, optimiser les procédures pour te rendre jusqu'à ce point-là, en te remettant en pleine face quelque chose que les personnes n'osent pas souvent, le PNL, le Profit and Loss, de regarder des chiffres. Je sais que nous autres, à l'interne, c'est quelque chose qu'on a comme repoussé, parce que, veux pas, tu as une part de responsabilité, tu as toute la responsabilité, c'est des chiffres, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Puis si ça ne réussit pas, ben c'est parce que tu n'as pas fait la bonne job nécessaire au bon moment avec les bons outils, peu importe c'est quoi. Moi, il y a une discussion là, qui m'interpelle beaucoup de ça. OK? Puis, tu sais, le fameux meritocracy. Puis, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que tu vas mériter ce que tu vas venir créer. Puis, je pense que tu parlais un peu tantôt de la rat race, des personnes qui vont faire du 9 à 5, qui vont être payées à l'heure et non nécessairement à l'accomplissement d'une certaine tâche quelconque. Je veux t'entendre là-dessus. OK? Parce que j'ai comme l'impression que dans la société dans laquelle on vit, ben, on mérite un certain taux horaire. Puis qu'on fasse ta job bien, qu'on ne le fasse pas bien, tu vas avoir le même taux horaire. Ça me rapporte à quand je travaille dans un S++ au gym. J'ai bien beau faire en sorte que mes clients ont plus de succès. Je ne suis pas payé en fait au succès de mon client, je suis payé pour l'heure que j'ai passée avec. Puis même si je vais avoir la capacité dans cette heure-là de venir coacher davantage de clients, je vais encore avoir le même foutu taux horaire. C'est quoi toi ton point de vue sur la manière qu'on va venir rémunérer les employés à l'heure versus, exemple, à la commission, à la performance, puis comment ça peut peut-être avoir un impact contraire à ce qu'on recherche, qui est de faire croître une entreprise? C'est une bonne question. Quand je travaillais chez Voyage Rabais, à un moment donné, moi, je suis rentré là à l'âge de 26 ans, peut-être. Je faisais 120 000 par année. Là, c'était il y a 15 ans, OK? Il y a 15 ans, j'avais payé ma maison 350 000 au centre-ville de Montréal, juste pour que tout le monde comprenne les chiffres là, d'il y a 15 ans, OK? Fait que, il y a 15 ans, je faisais 120 000. Puis à un moment donné, j'ai fait faire quelques millions de profits de plus à la compagnie avec différentes affaires que j'ai faites, différents moves que j'ai faits. Fait que je suis allé m'asseoir avec ma patronne, on est allé manger au restaurant, puis j'ai demandé 250 000 plus boni. Illimité les boni. Elle s'est étouffée. Puis elle me l'a donné. Pourquoi? Parce que j'ai généré du rendement pour elle. Fait que si je génère quelques millions pour elle, il n'y a pas de raison qu'elle ne me donne pas le double de mon salaire. Fait que je suis passé de 120 000 à 300 000 par année il y a 15 ans avec mes bonis et tout, parce que je générais du rendement. Fait que moi, je pense, mon père m'a toujours dit, tu me fais faire $1, je suis prêt à te donner 50 cents. Fait que je pense qu'on devrait, en tant qu'entrepreneur, on devrait encourager ça. Il y a des entrepreneurs qui sont en faveur de ça jusqu'à temps que l'employé fasse trop d'argent. Là, c'est un couteau à double tranchant, ça. Parce que si c'est rentable pour toi aujourd'hui, pourquoi ça serait moins rentable si l'employé fait trop d'argent? Il y a une question, ça, c'est de la jalousie mal placée, je pense. Je pense qu'il ne faut pas mettre de limite aux bonifications qu'on donne aux employés. Ceci étant dit, pour revenir à ton exemple là, de coach chez Nautilus Plus, aujourd'hui, là, tu m'offres même 1000$ de l'heure pour mon temps, je vais te dire non. Zéro.
Je ne vends pas mon temps du tout. Ça me fait plaisir si tu veux venir luncher avec moi, on va avoir du fun, mais je ne vends pas mon temps. Je ne vends pas. Il n'y a aucune façon aujourd'hui de m'acheter du temps. Il n'y en a pas. C'est contre ma philosophie. Je ne veux pas que quelqu'un soit maître de mon temps parce que, premièrement, c'est pas moi qui serais maître de mon temps. Puis, deuxièmement, c'est pas scalable. Tu ne peux pas scaler ça. Il n'y a pas moyen de scaler ses heures. Il y a seulement 24 heures dans une journée. Il faut que tu en donnes à toi, il faut que tu en donnes au sommeil, il faut que tu en donnes à tes enfants. Mais tu ne peux pas scaler ça. Fait qu'il faut que tu trouves une solution le plus vite possible pour être payé proportionnellement au rendement ou à la valeur que tu crées sur le marché. Ça devrait être ta priorité, Caleb. 100%. Puis ça l'apporte, en fait, là, tu parlais de ta nouvelle entreprise. Je suis convaincu que tu as peut-être eu cette discussion-là. Il y a des personnes qui t'ont envoyé chier, même potentiellement. Hey, tu retires les heures que des employés au Québec pourraient faire, puis tu les envoies à l'extérieur. C'est quoi les défis que tu as rencontrés un peu en lançant cette entreprise-là, puis en sortant un peu là, des employés qui auraient pu être ici, mais qu'on paye moins cher là-bas? Ben, écoute, il y a beaucoup d'arguments à dire là-dessus. C'est que, premièrement, ce qui est drôle, c'est que moi, ça a été super payant, ce débat-là, parce que concrètement, les critiques, c'est pas les entrepreneurs. Les critiques, c'est les employés. Les gens qui sont, disons-le, entitled. Moi, je mérite d'avoir un salaire parce que quand j'étais jeune, mes parents m'ont tout donné, donc je mérite d'avoir tout. Fait que ceux qui ont cette philosophie-là de syndiquer, eux, ils sont vraiment pas contents qu'on puisse trouver quelqu'un pour faire leur job à moins cher. Ça, eux autres, ça ne fait pas leur affaire. Mais les gens qui comprennent les finances, qui comprennent que si je suis capable d'économiser 30-40 000 par année sur un employé, je vais pouvoir prendre ce 30-40 000-là puis le réinvestir pour aller chercher plus de clients ou engager quelqu'un d'autre ou juste me payer un voyage de plus ou agrandir ma maison. Tu sais, ce 30-40 000-là qui est perdu en paresse d'un employé qui se croit tout lui est dû, bien, aussi bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'on va se le dire, là, le monde en Afrique, là, actuellement, là, on se donne bonne conscience en disant on va donner de l'argent à UNICEF. UNICEF, là, tu as 3/4 du montant que tu donnes à UNICEF qui part en salaire de haut gestionnaire à New York. Le quart qui reste, il donne à des pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour manger. Mais quand tu donnes à manger à quelqu'un, là, tu ne lui montres pas comment faire pour pêcher. Tu lui donnes à manger. Puis le jour que tu enlèves à manger, il n'est pas plus capable de se débrouiller. Fait que moi, je pense qu'il faut donner une canne à pêche aux Africains pour qu'ils puissent pêcher, gagner leur vie dignement. Fait que je pense que c'est d'aider le peuple africain, de leur donner des emplois dignes pour des compagnies occidentales. Tu leur donnes 1000 pièces, puis eux autres, le 1000 pièces les font vivre leur famille, puis ils le dépensent localement, ce qui fait que les marchands dans leur quartier font plus d'argent, qui fait qu'ils peuvent réinvestir dans leur famille, etc. Fait que tu augmentes le niveau de vie de tout le monde juste en leur donnant un job. Puis en plus, tu ne les mets pas dans la merde. Si jamais un jour, tu ne peux plus leur donner cet emploi-là, tu leur redonnes la manière de pêcher. Puis là, ils sont capables de se revirer de bord, puis d'aller chercher un autre job, puis d'aller gagner leur vie dignement, à la place de juste rester dans leur hutte, puis se faire nourrir comme ça par maman le gouvernement. Excuse-moi. Tu comprends où je m'en vais avec ça? C'est la réalité de la chose. C'est exactement ce qui se passe. C'est qui qu'on est devenu en tant que peuple. Puis je serais curieux de t'entendre sur pourquoi est-ce qu'on est devenu ce genre de peuple-là qui est entitled, qui pense que tout lui est donné. D'où est-ce que ça vient? C'est-tu, tantôt tu parlais des parents, tu parlais du gouvernement. D'où est-ce que tu penses que ça sort, ça, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui? Hey, c'est une bonne question. Aux États-Unis, c'est moins le cas. Hein? C'est pas mal moins le cas aux États-Unis où on récompense beaucoup la création de valeur, la prise de risque. Tu sais, les États-Unis, c'est comme il y avait une joke dans les boys jadis, le marketing. Là. Les États-Unis, là, on donne beaucoup de valeur aux gens qui créent, les gens qui font de l'argent. Ici, c'est un peu tabou. On a une société de filet social. Puis, don't get me wrong, je suis entièrement en faveur d'avoir un filet social dans une société riche comme la nôtre. Il ne devrait pas, dans une société comme la nôtre, avoir
des gens qui marchent nu-pieds au centre-ville de Montréal. Il ne devrait pas avoir de sans-abri. Il ne devrait pas avoir ça. Par contre, je pense qu'on devrait encourager beaucoup la création de richesse, la prise de risques, à place d'avoir des syndicats qui vont toujours dire « je veux plus » parce qu'il y a un autre syndicat qui a réussi à avoir plus, puis là, que ça monte comme ça, des chauffeurs d'autobus qui font 150 000 par année, des médecins qui sont millionnaires. À un moment donné, moi, ça, je trouve que c'est d'encourager le nivellement vers le bas. Mais qu'est-ce que tu veux? On est dans cette société-là où on a créé des générations de entitled. Mais je ne suis pas capable de mettre le doigt sur ce qui a amené ça parce que moi, je ne me sens pas entitled. Je pousse pour aller chercher, créer. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui a amené ça. As-tu une idée, toi? Même aux États-Unis, tu sais, juste le American Dream, en partant, c'est comme un genre de motto que tout le monde s'unit dessus, puis ils se disent j'ai la capacité de le faire. Mais j'ai comme l'impression de l'autre côté que lorsque, puis là, tantôt, on parlait, bon, ben, ta fille est en train de jouer dans un ruisseau, elle ne va pas se noyer, même si c'est juste un pouce d'eau. Mais si le parent va, lui, aller protéger puis donner, au lieu d'enseigner puis d'éduquer à travers ses actions, juste protéger à travers ses paroles, ça peut créer un peu ce genre de réflexe-là. Tu sais, moi, j'ai un père qui vient de la Roumanie. Il a immigré ici, puis hard work. Là. Il y avait 3 jobs. Fait que c'est sûr que ce que j'ai vu, c'est de travailler fort. Mais là, de l'autre côté, il y a l'envers de la médaille où est-ce qu'il n'est pas présent. Puis là, ça fait en sorte que bon, ben, son fils en a manqué. C'est de trouver le juste milieu entre enseigner puis guider à travers l'action, puis de ne pas tout donner dans la ouate pour que notre enfant ben, prenne pour acquis que plus tard, ben, son salaire, il le mérite, qu'il fasse la bonne job ou pas. Puis tu sais, je pense que c'est un peu devenu socialement accepté qu'avec le salaire horaire, le salaire minimum qui va augmenter d'année en année, ben, on va juste s'asseoir là-dessus, puis ça crée d'autres problèmes par la suite. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Non, on n'est pas... En même temps, tu as bien beau dire quelque chose, tu as bien beau dire que c'est la responsabilité du gouvernement, dire que c'est la responsabilité de peu importe qui, ben, la seule chose que tu contrôles, c'est qu'est-ce qui se passe chez vous, puis qu'est-ce que tu fais de ta propre vie. On a bien beau en parler, mais à la fin de la journée, que tu sois pogné là-dedans ou que tu ne le sois pas, tu as une certaine part de responsabilité de l'accepter, de t'en sortir. Mais en plus, avec les médias sociaux, avec ce qu'on se fait dire, c'est sûr que ça crée, je pense, un frein supplémentaire. Tandis que les États-Unis, ben, tout le monde se fait dire The American Dream. Il y a des personnes qui vont venir ici en croyant que c'est possible. Je pense que le fait de croire que c'est possible est la première étape. Croire que c'est possible d'avoir du succès, croire que. Parce que, tu sais, moi, je vois David Grégoire, puis je suis convaincu qu'il y en a des personnes qui vont nous écouter et qui vont dire ah, tabarnak, je ne vais jamais y arriver. Right? Ce gars-là, il est juste ailleurs. Puis ils vont juste même pas oser prendre le premier pas pour déléguer que ce soit une simple tâche ménagère, que ça va te prendre 3 heures faire ton ménage, plier ton linge. Ben, pendant ces 3 heures-là, tu aurais peut-être pu passer davantage de temps avec tes enfants ou tu aurais pu travailler 1h30 de ce temps-là, un taux horaire beaucoup plus avantageux que les 3 heures que tu as passé à faire du ménage, qui de un, te fait chier, puis de deux, ben, tu fais perdre ton argent en même temps. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la victimisation. Hein? Tu sais, Grant Cardone disait dans son livre de 10X Rule, « Don't be a little bitch ». OK? Il y a combien de monde qui sont chez eux puis qui sont tristes puis qui disent « Ah, la vie, j'ai pas été chanceux. Ah, il y en a qui sont riches, eux autres sont chanceux. Ah, moi, j'ai 2 enfants, je peux pas faire ça. Ah, tu sais, la vie est donc dure pour eux, puis c'est donc pas de leur faute. Hein, c'est la vie qui est dure pour eux. » Fait que je pense qu'il faut s'enlever ce concept-là de victimisation pour être capable de faire le premier pas et s'en sortir. Je pense qu'on a souvent tendance à se dire « Je suis donc pas chanceux ». Quand dans le fond, c'est pas que tu n'es pas chanceux, c'est qu'actuellement, ta vie, c'est ça parce que c'est toi qui l'as créé. Ouais. Fait que go out there and do something. Ouais. Puis c'est ça l'affaire, c'est que oui, ta vie peut être difficile, mais encore, elle va être difficile que tu dises qu'elle est difficile ou qu'elle est facile. Ouais. Right? Puis oui, il y a des personnes qui vont être élevées dans des DPJ, dans des situations d'itinérance. Puis là, je ne veux pas nécessairement qu'on parle de l'extrême à ce côté-là, parce qu'on pourrait également parler de l'autre extrême, de la personne qui s'est fait léguer 1 milliard puis qui est devenue problématique. Mais il y a toute une histoire qui me revient d'une étude qui a été faite. 2 frères jumeaux qui, à la naissance, se sont fait séparer de leur père parce qu'ils étaient alcooliques. Il n'y avait pas de mère dans le décor, à moins que je me trompe dans l'étude. Puis, ils ont fait une étude sur plusieurs années où est-ce qu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, ils ont
sont venus regarder qui sont devenus ces deux individus-là, qui étaient des frères, des jumeaux biologiques identiques, mais 40 ans plus tard, un qui a du succès, un qui est alcoolique. Les deux se sont posés la question, pourquoi es-tu devenu, qu'est-ce que tu es devenu? Les deux ont répondu, j'avais pas le choix, mon père est alcoolique. Fait que, quand tu le réalises, c'est ma situation. J'ai perdu mon père. Je peux faire quoi? Je peux me morfondre. Ou j'ai pas un super dad avec moi, je peux me morfondre sur cette situation-là. Ou du moins, je peux élargir un peu puis me retirer mes barèmes que je me mets moi-même puis me dire, ben, il y a quand même un champ de possibilités qui s'offre à moi, même si tu pars d'un peu plus loin que d'autres personnes qui sont peut-être plus aisées, plus avantagées. Hey, tu as tellement raison. Hey, c'est intéressant. C'est vraiment la façon dont tu vois tes opportunités. Puis, don't be a little bitch. C'est tellement ça. Mais, tu sais, tu as le droit de temps en temps de te plaindre d'une situation. Là, on a tous des. Puis, une affaire qu'on oublie souvent, hein, c'est que tout le monde a des problèmes. Hein? Fait que, you never know, tu rencontres quelqu'un qui a du succès, puis il y a peut-être un enfant trisomique, tu rencontres un autre qui a du succès, puis ça va peut-être mal dans son couple. Moi, je me suis déjà fait couper l'Hydro-Québec chez nous. Tu sais, en business, à un moment donné, tu n'as plus d'argent, il faut que tu payes tes employés. Ben, tu payes tes employés, puis tu attends Hydro, puis à un moment donné, tu le coupes. Tu sais, je veux dire, on ne les voit pas, là, toutes ces embûches-là, on voit juste la pornographie entrepreneuriale. Puis ça, j'ai pris la décision il y a quelques semaines d'enlever ça de ma vie complètement. J'ai enlevé Facebook, j'ai enlevé LinkedIn, j'ai enlevé Twitter de mon téléphone. Je ne suis plus capable de pornographie entrepreneuriale parce que je le sais que la vie de chacun est parsemée d'obstacles. C'est juste que ce n'est pas les mêmes obstacles que moi, fait que je ne les vois pas. Je vois Ces juste le obstacles, succès. tu ne les partages pas. Tu vas demander à Non. 10 personnes sur 10 que tu lui poses la question comment ça va, il va te dire ça va. Ça va bien. Mais qui ose dire quand ça va pas bien, ça va pas bien? Tu es un gars, tu es un homme, tu es un père, tu es un pilier de force, de persévérance, de résilience que tu dois démontrer à tes enfants. Ça va pas bien, tu t'en fous, tu mets ça de côté. Tes émotions, tu vas les refouler plus tard. Fait que c'est un peu ça l'objectif également du podcast. Autant qu'on parle des réussites des individus, tout le monde rencontre des adversités. Puis il faut également réaliser que ce n'est pas tout ce que tu vois sur les médias sociaux, tout ce que les personnes te disent, ils vont juste te montrer le bon côté de la médaille. Mais d'être dans la vulnérabilité, de partager puis de parler des défis que tu vas rencontrer, je pense pas que tu peux. Tu sais, c'est Einstein qui disait que 50% de la solution, c'est le problème. Ben, si 50% de la solution, c'est le problème, il faut que tu en parles, il faut que tu oses te responsabiliser de dire j'ai un problème pour être capable par la suite d'être ouvert du moins à trouver des pistes de solution. Ah oui, tu as tout à fait raison. Il faut en parler. Moi, j'ai consulté récemment une psychologue depuis le 1er octobre, en 2 mois. Tu vois, ça a changé beaucoup ma manière de penser sur certains dossiers de la vie. Tu sais, mon problème, moi, en tout cas, tout le monde a des problèmes différents. Tu sais. Mon problème, c'est que je considère jamais que j'ai réussi parce qu'il y en a tout le temps qui ont réussi plus que moi. Là, j'ai comme une vision que quand je vais avoir réussi, je vais pouvoir agir de cette manière-là. Là, je suis en train d'essayer de me dire, OK, est-ce que je ne pourrais pas agir de cette manière-là aujourd'hui? Tu sais, être le père que je voudrais être aujourd'hui. Puis je ne suis pas un mauvais père. Là, tu sais, je fais des voyages avec mes enfants énormément. Je suis présent. Je travaille de la maison tout le temps. Mais est-ce que je ne pourrais pas avoir l'attitude envers mes enfants que j'aurais si j'avais 50 millions dans mon compte de banque, puis que là, ma priorité, c'est plus de générer de l'argent. Fait que j'essaie de m'amener vers ça, mais tu sais, comme quoi, on est toujours un work in progress, puis on essaie toujours d'être la meilleure personne qu'on peut être. Hein. Puis je suis convaincu que si ça, tu avais à partager ça à une personne qui n'a pas autant de succès que toi, automatiquement, sa première réponse serait il met un mur. C'est quoi ton problème, David? Right? Parce qu'il voit David qui est capable de voyager la moitié de l'année avec ses enfants, de 9 semaines partir en voilier en Grèce. Je suis jaloux à la base. Puis automatiquement, toi, c'est ton problème à toi. Mais c'est un problème, on va se le dire, un asti de beau problème. Parce que ça t'apporte de ma vision à moi, avoir le problème de ne pas être satisfait de faire X nombre de millions par année parce que je veux en faire 2 fois X. Pour moi, je vois ça et je suis comme, man, c'est quoi son problème? Fait que c'est sûr que toi, ça te met une pression de ne pas vouloir t'ouvrir et partager ça. Fait que je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a apporté à pull the trigger et décider d'aller voir un psychologue en octobre passé pour parler de cette situation-là.
Ben, tu vois, on va parler des problèmes qu'on ne parle pas justement publiquement. Moi, j'ai eu une dépression il y a quelques années, puis j'ai un peu consulté à l'époque. Bon. Euh, mais puis, écoute, j'ai mis en place beaucoup de choses pour sortir de ma dépression. Là. J'ai joint Entre Chefs, là, qui est l'ancien groupement des chefs d'entreprise. Je me suis pris un coach à 2000$ de l'heure. Je me suis remis à faire un peu plus de sport. Fait que j'ai réussi à sortir de ma dépression. Mais là, je sentais que la pornographie entrepreneuriale prenait trop de place dans ma vie. Puis là, j'ai en masse de budget pour me payer un psychologue. Là, fait que je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais essayer comme de changer mon mindset par rapport à la vie pour être plus. Être la personne. Ben, en fait, à l'origine, c'était plus d'ignorer ça. Une seconde. C'était plus d'ignorer tout ce bruit-là dans ma vie pour me concentrer sur le travail. Parce qu'un problème que j'avais, puis encore une fois, on n'en parle pas souvent publiquement, mais c'est comme je ne travaille pas beaucoup. Je travaille 1 à 2 heures par jour. Ça arrive régulièrement où je suis assis chez nous, puis je me dis, Chris David, tu n'as pas encore réussi. Tu travailles juste une ou 2 heures par jour. Tu as 41 ans. Chris, va travailler. Qu'est-ce que tu fais, espèce de paresseux? Puis ça me tournait dans la tête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me sentais paresseux d'avoir 41 ans puis de ne pas être en train de travailler 8-9 heures par jour. Tu vois? Je me sentais paresseux de ça. Fait que je suis allé consulter pour dire, OK, comment je peux vivre avec ça? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour aller travailler plus? Et finalement, ça s'est tourné, ça a viré de bord. C'était plus, pourquoi? Pourquoi travailler plus? Tu sais, si j'ai tout mis en place pour ne pas travailler, ben, pourquoi est-ce que j'en profiterais pas un peu plus, justement? Fait que tu vois, c'est le travail que je suis en train d'essayer de faire ces temps-ci, de me dire, OK, je vais vivre la vie. Tu sais, je fais des voyages. C'est pas ça que je veux dire par vivre la vie. C'est plus, j'ai comme une image de moi ben, tu connais-tu le gars qui fait des vidéos rich puis very rich? As-tu vu passer ça? Je suis pas 100% sûr. C'est Ouais, un en tout gars cas. qui rit un peu là, des entrepreneurs à succès. Ben non, c'est un gars qui. Le rich, c'est le gars qui fait venir le plombier, qui calcule son temps, qui le check, puis ah ouais, ben, puis il met de la pression. Puis le very rich, c'est le gars qui fait venir le plombier, puis il dit hey, le tuyau de toilette, branche-le à l'envers, comme ça, quand les enfants vont être à la toilette, ils vont se faire arroser. Tu reviendras demain, je vais te payer, puis tu leur brancheras du bon côté, tu sais. C'est le gars qui arrive au restaurant, puis que tout est drôle, puis au pire, il y a quelque chose qui arrive dans sa vie, ça coûte 500$. C'est 500$, ça ne change rien, 500$ dans une vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai atteint le point où, financièrement, 99% des problèmes de la vie quotidienne, je suis capable d'y faire face, puis ça ne change absolument rien dans mes finances. Fait que, tu sais, t'accroches ta blonde accroche le char sur un poteau. Ah, si tu veux, c'est juste d'argent. On va aller au concessionnaire, puis ils vont réparer ça. Une affaire qui casse dans la maison, je vais coller quelqu'un, il va aller venir le réparer. Je suis capable de payer ces affaires-là. Fait que tous les défis de la vie quotidienne, de ramener ça en disant ce n'est pas important. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Fait que c'est sûr qu'il y a encore des choses qui sont un peu inaccessibles pour moi parce que je ne suis pas riche, tu sais. Si Revenu Québec décidait de m'inspecter, mettons que ça me stresserait peut-être. Si là, je voudrais acheter une maison à Montréal puis garder mon immense maison ici à Sutton. Là, c'est un gros défi financier parce que là, ça va me coûter 2 millions, il faut que je le finance, il faut que je le paye, etc. Fait que c'est des affaires qui sont pas mal plus grosses. Mais tu sais, les affaires du quotidien, je reçois une lettre de Revenu Québec que je dois 1000, mettons. Bon, ben, c'est correct, je vais te payer 1000$, ça ne change rien dans ma vie. Il y a une affaire qui brise, un enfant qui a besoin d'acheter un nouveau manteau de ski, name it. Fait que c'est d'avoir l'attitude de écoute, c'est juste de l'argent. C'est pas c'est juste des chiffres, ça ne change rien. On va avoir du plaisir et on va vivre notre vie comme on veut la vivre. J'ai moi également tombé un peu dans cette problématique-là de vie entrepreneuriale où est-ce qu'au début, 2020, on le sait, là, la COVID, toutes les gyms sont fermés, puis d'entraîneurs, de nutritionnistes en présentiel, ça allait super bien les affaires. Puis à ce moment-là, en fait, je le crois, là, j'imagine, j'espère en fait que tous les entrepreneurs ont un certain parcours de développement personnel. Puis, on parle souvent dans le développement personnel de la fameuse vision du succès. Tony Robbins, c'est un des premiers coach de développement personnel que je suivais, où est-ce qu'il te faisait rédiger
ta vision du succès. Qui est-ce que tu aspires à devenir? Qu'est-ce que tu aspires à avoir? Puis c'est toujours quelque chose de grandiose. C'est quelque chose que tu n'as pas. Mais après ça, la distance entre où est-ce que tu es et où est-ce que tu veux aller, initialement, ça peut te driver à faire des choses que tu n'aurais pas fait. Cool. Mais quand que tu relis cette vision du succès-là avec des objectifs que tu n'es pas en train d'atteindre, ben ça t'apporte tout le temps d'en vouloir plus. Puis de ne pas être bien avec toi-même dans le moment présent parce que tu as l'impression que tu n'es pas où est-ce que tu veux être. Puis même si on se fixe un objectif qui est petit ou qui est grand, si on n'a pas la capacité de se satisfaire, puis je ne veux pas se dire se contenter, mais d'être content de ce qu'on a, on va toujours vivre un peu là, cette dynamique-là de je dois en faire plus, je ne vaux pas rien présentement, on va se taper sur la tête. Je le vois beaucoup avec des pères de famille qui ont un objectif de perdre 100 livres. Ben, OK, cool, cet objectif-là est tellement grand que ça te déconnecte des actions que tu dois faire dans le moment présent, puis que ça t'empêche même de croire que c'est possible des fois, puis de te taper. T'es malheureux. T'es malheureux. Exact. Fait que c'est de trouver le juste milieu là-dedans. David, j'ai adoré en fait le moment qu'on a passé ensemble. Avant qu'on se quitte, j'aimerais ça te poser quelques petites questions, un peu plus quick fire. J'ai tout le temps ça. C'est des questions qui sont rapides, mais les réponses, des fois, ils peuvent être un peu plus longues. Je serais curieux de savoir, de ton point de vue, quel est le plus grand défi que tu as rencontré en devenant père, que peut-être que tu ne pensais pas que tu allais avoir. Ah, c'est un ouais, tu as des bonnes questions existentielles en toi. Le plus grand défi en devenant père ou de père, en devenant père, je ne pensais pas que j'allais avoir. Sérieux, je trouve que c'est pas un défi. Ça va être ça ma réponse. C'est pas un défi. Moi, j'ai toujours. Tu sais, je suis comme. Ma job, c'est d'être à côté de mon enfant. Pas d'être derrière mon enfant puis de le pousser. Pas d'être derrière mon enfant puis de le frapper. Pas d'être autour de mon enfant puis de le protéger. Ma job, c'est d'être à côté de mon enfant puis de marcher avec lui puis en lui tenant la main de temps en temps. Ça a toujours été ça, ma philosophie. Fait que je ne peux pas dire que j'ai eu de défi. Tu vois, c'est drôle, hein? Je n'ai pas eu de défi. Ça a toujours été naturel, même encore aujourd'hui. C'est même passé à travers les crises d'adolescence. J'en ai eu 2 quand même sur 4 là, à date. Là. Fait que c'est pas. J'en ai pas eu de défi. Ça a été naturel, puis je continue à marcher à côté de mes enfants en leur tenant la main, puis quand ils ont besoin d'aller courir, ils vont courir, puis ils reviennent me voir, puis je suis là. J'ai un de mes très bons chums d'enfance avait comme objectif, lui, initialement, d'avoir 5 enfants. Là, il en a eu 4 en 4 ans. Puis la manière qu'il me l'expliquait, son premier enfant, bon, ben, c'est la job, ça change la réalité, ainsi de suite. Oui. Mais il était toujours, en fait, dans la perspective où est-ce que ses attentes, que ça va être de la merde, il les mettait x5. Parce qu'il se disait, si je vais avoir 5 enfants, ben, le premier, c'est juste fait x5 là-dessus, ça va être 5 fois plus de la merde quand je vais en avoir 5. Fait que c'est la manière qu'il a réussi à relativiser, puis un peu le même discours que toi. Où est-ce que mes attentes étaient tellement élevées que ça va être difficile, ça va m'apporter tellement de défis que j'étais prêt à passer à travers n'importe quelle intempérie du moment présent, de changer les couches pour la première fois, de ne pas dormir, me faire réveiller tout le temps. Je me dis, ça va juste être x5 plus tard. Fait que c'est un peu comme ça qu'il a réussi à relativiser le fait que ben, je passe à travers les défis en me disant, c'est juste normal. Mais victimisation, là, ramenons ça juste 30 secondes. Là. Depuis la nuit des temps, depuis les siècles des siècles, tous les animaux et les humains, riches, pauvres, éduqués, en Afrique, dans un igloo aux frettes, ils font des enfants puis ils les élèvent. OK? Tout le monde, depuis avant Jésus. OK? Fait que, you're not special. Tout le monde réussit à passer à travers le défi d'avoir des enfants. Est-ce un défi? Est-ce un défi? Je ne crois pas. Le philosophe. Je serais curieux, en fait, si tu avais, exemple, à parler à David quand il avait 24 ans, 25 ans, avant d'avoir des enfants, quel serait le conseil que tu lui donnerais? Ben de moins me stresser. De moins me stresser pour l'avenir. Ouais. C'est le même conseil que mon père m'a dit, mais que finalement, je n'ai pas écouté. Il m'a dit tu vas voir, David, la vie, c'est bien fait. Tu as besoin d'argent, tu as des enfants, ben, tu fais plus d'argent. À un moment donné, tu as moins besoin d'argent, tes enfants partent, tout ça, tu as besoin de la retraite, tout ça, tu fais un peu moins d'argent. Les chiffres, l'argent, c'est juste des chiffres dans des colonnes. Puis c'est bien vrai.
La vie se place avec la nécessité. Si tu es prêt à mettre l'effort, la vie se place tout seul. J'ai déjà eu une grosse job dans le temps de voyage à rabais. J'ai consulté un psychologue pendant 6 semaines pour quitter cette job-là parce que ma blonde ne travaillait pas puis j'avais 2, 3 enfants à l'époque. Ça me stressait financièrement. Puis tu vois, le psychologue m'avait dit écris donc le récit de la pire affaire qui peut se passer avec ta vie. C'est quoi le pire qui peut s'arriver? Je ne suis plus capable de payer mon hypothèque, la banque saisit ma maison, le gouvernement, ta. Puis là, tu te rends compte qu'à la fin, tu as encore ta blonde puis tes enfants. Puis tu as encore ton cerveau, puis tu es encore capable de travailler, puis là, tu retournes travailler, puis tu rebâtis quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, le pire scénario n'arrivera jamais. Fait que vis ta vie, puis arrête de trop te poser de questions sur est-ce que je suis capable de faire des enfants? Est-ce que je suis capable de faire ça? Puis just do it! That's it. Nike, on va plugger Nike là-dedans. 2 petites dernières questions. Après ton décès, comment est-ce que tu veux que tes enfants parlent de toi? Ouais, t'es ça les questions, toi? J'ai dit c'est des quick fire, des bullet points. La question est rapide, mais la réponse. Écoute, mon père, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a fait tout ce qu'il voulait faire, puis c'est la preuve que nous autres aussi, on peut faire tout ce qu'on veut faire. C'est la seule affaire que je veux qu'ils retiennent, parce que c'est vrai que j'ai tout fait. Je mourrais demain matin, Caleb, je mourrais demain matin. J'ai rien que j'ai pas fait encore. T'sais, OK, là, je m'en vais en Grèce l'été prochain, mais je veux dire, le voyage est déjà payé. Je ne peux pas l'accélérer. Fait que c'est pas encore, c'est pas une checklist, une bucket list. Je suis incapable d'avoir une bucket list parce que si je te fais une bucket list là, elle va être faite d'ici l'été prochain. Fait que il n'y a rien que je n'ai pas fait. Fait que si je meurs, mes enfants, j'espère qu'ils vont dire papa, il a tout fait, puis on est capable, nous aussi, de tout faire. C'est beau. C'est drôle parce que c'est exactement ce que je souhaite à mes futurs enfants également. Là. Parce que c'est très empowering. C'est de voir ton père, c'est pas de voir le voisin, c'est pas de voir quelqu'un avoir du succès à New York et ainsi de suite. C'est de voir quelqu'un qui est dans ton cercle familial. Ouais. Dernière question pour toi, David. Qu'est-ce que ta définition d'un super dad? C'est aussi simple que tu es rendu à 60 ans puis tes enfants t'appellent. Si tu as réussi ça, c'est le test. C'est le test. Est-ce que tu es à 60 ans puis tes enfants t'appellent encore à tous les quelques jours pour jaser, t'inviter à souper, pour n'importe quoi? Si c'est ça. Mais là, c'est sûr que si t'es mort, non, là, tu peux pas, là. C'est vrai. Si tu veux pas voir tes parents, pas leur parler, à un moment donné, quelque chose qui est cloché là-dedans. Fait que je pense que c'est parfait. Mais David, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Un gros merci. Je trouve ça super inspirant de voir quelqu'un, un entrepreneur au Québec qui a eu autant de succès, qui continue en fait de s'aventurer dans des nouveaux défis. Je partage plusieurs des idéologies en fait que tu nous as partagées aujourd'hui. J'adore ta philosophie. Je te souhaite que du succès dans tes futurs endeavors, comme que je vois que tu es en train d'ouvrir le marché aux États-Unis. Je te souhaite le plus de succès possible. S'il y a des individus, je sais que tantôt tu disais que tu as coupé les médias sociaux, ainsi de suite, mais c'est des personnes qui veulent que ce soit te suivre en attendant davantage de toi, de ce que tu fais au niveau de tes business, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Le best, c'est LinkedIn. Cherchez David Grégoire, c'est une image verte avec un iPad. Puis sachez que c'est même plus moi qui gère ma page LinkedIn. Maintenant, j'ai un employé qui gère ça. That's it. Merci encore une fois, David, et puis à toutes les personnes qui ont pu nous écouter aujourd'hui. J'espère que vous allez être inspirés par ça, que vous allez peut-être retirer quelques petites pépites d'or. C'est la perspective de David, mais je pense que ce qui est important, c'est de tenter de se la créer nous-mêmes, mais d'être conscient que c'est possible, parce que David l'a fait. Puis je vous souhaite à chacun d'entre vous d'être inspiré par ce podcast. Donc, ce soir, on va se revoir dans un prochain épisode du podcast Devenir un super dad.